La gifle tomba au moment exact où le prêtre ferma son livre. Elle ne chancela pas. Elle n'émit aucun son. Les bougies dans la chapelle d'Ashmore Hall brûlaient sans vaciller. Et les témoins rassemblés, 6 exactement, retinrent leur souffle comme une seule créature. Le duc d'Ashmore n'aimait pas le spectacle. Ils attendaient de découvrir quelle sorte de femme se tenait à cet autel. Ils apprirent. Elle se redressa. Elle tourna son visage vers son mari de 40 secondes, et elle le regarda avec l'attention posée d'une femme faisant un inventaire. Il se souviendrait de ce regard. Il aurait de nombreuses années finalement pour s'en souvenir. Elle ne savait pas encore ce que cette matinée leur coûterait à tous les deux. Si elle avait tout su, elle se serait tenue à cet autel de la même manière, et pour les mêmes raisons qui l'y avaient conduite. Des raisons qu'elle ne lui avait pas dites et ne lui dirait pas. Pas encore. Pas tant qu'il n'y aurait pas d'autre moyen. Son nom était Cecily Marsh. Elle avait 23 ans. Elle était pauvre depuis l'âge de 11 ans. C'est à ce moment que la succession de son père fut engloutie par une dette. Une dette dont elle avait passé 12 ans à chercher l'origine. Elle avait la patience d'une femme qui lit les chiffres comme d'autres lisent les visages. Elle avait été la dame de compagnie de la tante du duc, Lady Fenwick, pendant 4 de ces années. Cela signifiait qu'elle avait appris la géographie d'Ashmore Hall à la lueur des bougies et par nécessité. Elle s'y était rendue invisible. C'était l'art délibéré de quelqu'un qui comprend que les puissants ne s'inquiètent pas de ce qu'ils ne peuvent pas voir. Elle n'était pas belle d'une manière que le comté aurait reconnue. Elle était précise, elle était calme. Elle avait des yeux sombres que sa mère avait appelés sa seule vanité. Elle les gardait soigneusement quelconques en regardant les choses plutôt que les gens. Sauf quand elle devait prendre une décision. Elle avait épousé le duc d'Ashmore à 8 heures du matin, un mercredi de la 3e semaine de juin. C'est à ce moment que la chaleur de cet été était déjà devenue une pression plutôt qu'une température. Le genre de chaleur qui pèse sur la nuque comme une main qui veut vous maintenir à terre. Elle ne s'attendait pas à l'épouser. Elle ne s'attendait à épouser personne. L'arrangement avait été proposé 6 jours plus tôt dans cette même chapelle. Par le duc lui-même, en des termes si formels et si dépourvus de sentiments. Elle avait compris que c'était une proposition commerciale et y avait répondu comme telle. Elle avait énoncé ses conditions avec le même sang-froid qu'elle apportait au comte de la maison de Lady Fenwick. Il avait entendu ses conditions. Il les avait toutes acceptées. Elle s'était demandé, en retraversant le hall, si elle avait fait une erreur. Elle avait décidé que non, car l'alternative était considérablement pire. Et le duc, quoi qu'on puisse dire de lui, était un homme qui tenait ses engagements. Elle le croyait à ce moment-là. La gifle changea l'arithmétique, pas le mariage. Elle était lucide à propos du mariage, qui était un contrat et non un sentiment. Et les contrats avaient des recours intégrés si l'on était assez méthodique pour les trouver. Mais la gifle lui apprit quelque chose qu'elle ne savait pas 6 jours auparavant. Et ce qu'elle lui apprit exigeait un ajustement immédiat de ses plans. Le duc d'Ashmore n'était pas en possession des faits. Quelqu'un lui avait donné un ensemble de faits entièrement différents. Elle pouvait le voir sur son visage. Il avait pris la couleur grise d'un homme qui a fait quelque chose d'irréversible, et qui soupçonne déjà, dans une partie de lui-même qu'il ne peut encore atteindre, qu'il l'a fait à la mauvaise personne. Il se tenait très immobile. Il avait toujours été immobile. C'était la première chose qu'elle avait remarquée chez lui. C'était un homme grand, aux larges épaules. Ses mains étaient calleuses à des endroits qui ne correspondaient pas à son rang. C'étaient les mains de quelqu'un qui avait travaillé à quelque chose, vraiment travaillé, pas le genre d'effort décoratif que les gentilshommes tentaient parfois pour paraître vigoureux. Il avait 31 ans. Il était veuf depuis 3 ans. Sa première femme était morte au printemps. Elle lui avait laissé un deuil qu'il portait comme il portait ses vêtements, correctement et sans confort. Il n'avait pas encore parlé. Les témoins non plus. Le prêtre avait développé un intérêt soudain pour son propre livre de prière. La lumière du matin entrait par les étroites fenêtres de la chapelle en longues barres. Elle tombait sur le sol en pierre et bougeait au gré des arbres à l'extérieur. Et dans l'une de ces barres de lumière, Cecily pouvait voir la poussière retomber après l'impact. Elle pensa que c'était une image précise et juste de sa situation. « Vous allez me le dire, dit-elle, en gardant sa voix au ton qu'elle utilisait pour les comptes de la maison. Mesurée, sans inflexion, sans le tremblement qu'elle sentait monter de quelque part sous ses côtes. Il ne dit rien. « Votre grâce, dit-elle, car la forme était une sorte d'armure, et elle allait avoir besoin de chaque pièce d'armure à sa disposition. Vous allez me dire où vous l'avez entendu.
Non pas parce que vous me devez une explication. Vous avez tout à fait raison de dire que le contrat entre nous ne vous oblige pas à vous expliquer. Mais parce que dans environ 3 semaines, à la date qui m'a été spécifiée comme le seuil légal de l'affaire, je ne serai plus en mesure de corriger ce qu'on vous a dit. Et alors, vous serez dans une position que vous ne pourrez pas non plus corriger. Il la regarda. Ses yeux étaient d'un bleu gris foncé, la couleur de l'eau avant un orage. Et il faisait quelque chose de compliqué en ce moment, quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore lire, ce qui était inhabituel. Elle pouvait généralement lire un visage. « Madame Ashmore », dit-il. Elle nota la correction de son titre. Elle nota qu'une partie de lui reconnaissait que le mariage avait eu lieu. « Mon cousin m'informe que vous avez conclu cet arrangement en possession d'un document. Une lettre de la main de votre père. Voilà. » Elle s'était demandé quand cela arriverait. « Votre cousin, dit-elle prudemment, est le vicomte Hart. Il l'est. Et la lettre, telle qu'elle vous a été décrite, contient quelles informations exactement ?» Le muscle de sa mâchoire bougea une fois. « Que vous êtes au courant des termes de la substitution. Que vous saviez, avant que je ne propose cet arrangement, que le domaine vous reviendrait lors de notre union légale. Peu importe que l'union soit, peu importe que vous produisiez un héritier, que vous avez conclu le contrat en pleine connaissance de la clause de réversion et que vous ne l'avez pas divulgué, que vous avez, en somme, arrangé la mainmise sur les domaines d'Ashmore au moyen d'un document que votre père a obtenu par... » Il s'arrêta. Il semblait trouver le mot suivant difficile. Par des moyens qui n'étaient pas légaux. Le silence dans la chapelle était total. Dehors, un merle chantait dans le marronnier. Elle fixa son attention sur le son, ce qui était utile. C'était quelque chose que son corps pouvait faire pendant que son esprit faisait le vrai travail. « Je vois, dit-elle. Et vous avez cru cela. » Il ne répondit pas, ce qui était en soi une réponse. Et elle constata qu'elle comprenait. Elle constata à sa propre surprise qu'elle n'était pas en colère. Ou plutôt que la colère était là, mais elle était nette et précise. La colère d'une femme sur qui on a menti. Pas la colère informe et blessée d'une femme qui a été trahie par quelqu'un en qui elle avait confiance. Elle ne lui avait pas fait confiance. Elle l'avait considéré comme un homme qui tenait ses engagements et posait des questions raisonnables avant d'agir. Elle s'était trompée sur les questions. Il semblait qu'elle devrait revoir sa copie. « Il y a une lettre, dit-elle. Elle existe. Votre cousin l'a décrite avec suffisamment de précision pour que je sache exactement de quelle lettre il s'agit. » Elle le regarda fixement. « Je ne peux pas vous dire le reste aujourd'hui. J'ai besoin de 3 jours. Je vous demande, en tant que femme que vous avez épousée il y a 40 secondes, de me donner 3 jours, avant que vous ne preniez la mesure que vous envisagez apparemment. Ce qui, je suppose, implique les avocats et le mot « annulation ». Quelque chose bougea sur son visage. « Pourquoi 3 jours ? Parce que la personne à qui je dois parler est à Bath, et il faut 3 jours pour l'atteindre par des moyens honnêtes. Et parce que ce que je dois vous montrer ne peut être montré sans la connaissance et le consentement de cette personne. Je ne le ferai pas dans son dos. » Elle joignit ses mains devant elle avec la délibération de quelqu'un qui pose un objet avant de le laisser tomber. « 3 jours, votre grâce. Ensuite, vous pourrez avoir toute la vérité. Je vous le promets. Je ne vous promets pas que vous la trouverez confortable. » Il la regarda longuement. Le merle continuait de chanter. Une barre de lumière se déplaça sur le sol entre eux. « 3 jours, dit-il. Elle avait été la dame de compagnie de Lady Fenwick, dont le vrai nom était Margaret. Lady Fenwick avait des opinions sur tout, de la qualité des framboises de l'été aux déficiences morales précises de son neveu, le duc. Elle les livrait sur le ton d'une femme qui a depuis longtemps cessé d'attendre des arguments, et qui se contente maintenant de cataloguer les faits pour sa propre satisfaction. Cela faisait 4 ans. Et pendant ce temps, elle en était venue à comprendre que la franchise de Lady Fenwick était en fait une forme d'amour. Si l'on était prêt à la recevoir sous la forme offerte plutôt que sous la forme que l'on aurait préférée. Vous avait dit Lady Fenwick, à l'occasion du 3e mois de Césalie à son service, le visage d'une sainte et l'esprit d'un agent du fisc. Et si vous n'y prenez pas garde, le monde ne se donnera la peine de remarquer que la première partie. Cecily avait trouvé cette évaluation raisonnablement exacte. Elle avait commencé à être prudente dans la direction indiquée par Lady Fenwick. C'est Lady Fenwick qui était venue dans sa chambre le mardi soir, 3 jours après la proposition initiale du duc. Elle s'était assise sur la chaise près de la fenêtre, avec l'air déterminé de quelqu'un qui a porté quelque chose trop longtemps et a décidé de le poser. « Vous êtes au courant de la clause de réversion, dit Lady Fenwick.
Ce n'était pas une question. Je suis au courant, acquiesça Cécilie. Richard pense que vous ne l'êtes pas. Je suis consciente de ce que Richard pense. Lady Fenwick resta silencieuse un moment. Elle avait l'habitude de presser un doigt contre l'arête de son nez quand elle réfléchissait intensément, et elle le faisait maintenant. Elle avait 62 ans et un visage comme une carte bien utilisée, et des yeux qui étaient encore absolument vifs. Alors vous comprenez pourquoi il vous a fait sa proposition. Il m'a fait sa proposition parce qu'il a besoin d'une épouse de fortune modeste et sans relation familiale. Une épouse qui ne l'obligera pas à contracter un mariage mondain. Parce qu'il ne sait pas encore, je crois que la situation est qu'il ne s'est pas suffisamment remis du deuil de son premier mariage pour endurer la performance d'être un veuf sur le marché. Il m'a fait sa proposition parce que j'étais pratique. Et parce qu'il croit que je ne connais pas la clause, et que je serai donc reconnaissante d'un foyer confortable, et que je ne lui poserai aucune question à laquelle il ne souhaite pas répondre. Elle fit une pause. Je remarque que vous ne m'avez pas demandé si j'ai l'intention de le lui dire. J'ai remarqué cela aussi, dit Lady Fenwick. Eh bien, j'ai l'intention de le lui dire quand je pourrai le faire d'une manière qui lui dise aussi l'autre chose. Elles ne peuvent pas être séparées. Lady Fenwick la regarda longuement. L'autre chose étant la lettre. Oui, et Hart. Cecily ne dit rien. Ses mains étaient sur ses genoux. Elle regardait la fenêtre où la lumière tardive faisait quelque chose de calme et d'or au sommet des hêtres au bord de l'allée. Le timing, dit lentement Lady Fenwick, est le problème. Le timing est toujours le problème, dit Cécilie. Je dois d'abord aller à Londres, et il ne faut pas qu'il sache que je suis parti avant mon retour. On frappa à la porte. C'était la première femme de chambre, annonçant que le dîner était servi. Et Cécilie n'avait jamais terminé la conversation qu'elle avait commencée avec Lady Fenwick ce soir-là. Car le lendemain, le vicomte Hart était arrivé à Ashmore Hall pour ce qu'il décrivit comme une visite fraternelle. Et le jour d'après, le duc avait proposé la date précise du mariage. Et il n'y avait plus eu de soirée pour des conversations privées. Cecily avait écrit une lettre à la place, une lettre prudente. Elle l'avait fait envoyer par les moyens les plus rapides disponibles à une femme à Bath, dont elle gardait le nom pour elle, pour le moment. Elle avait 3 jours. Elle utilisa le premier pour écrire 2 autres lettres, et pour s'asseoir très tranquillement dans la chambre que le duc lui avait assignée. Une chambre agréable, assez loin de ses appartements pour que l'arrangement entre eux soit clairement tactique. Et elle réfléchit à chaque étape de ce qu'elle prévoyait. Le domaine était le problème visible et le problème audible. C'est lui que les yeux d'orage gris du duc avaient communiqué quand il l'avait regardé dans la chapelle. Mais le domaine n'était pas le vrai problème. Le vrai problème était que le vicomte Hart gérait les comptes d'Ashmore depuis les 2 ans suivant la mort de la première femme du duc. Et le vicomte Hart les gérait avec une approche particulière des revenus du domaine provenant des fermes du Nord. Une approche que Cécilie avait découverte environ 6 semaines auparavant. Elle avait trouvé une série de registres secondaires, petits, soignés, reliés en veau brun. Ils étaient classés derrière les registres corrects dans la bibliothèque. Elle y avait accès, parce que la santé de Lady Fenwick exigeait que la pièce soit chauffée, et on ne pouvait pas s'attendre à ce que Lady Fenwick partage la bibliothèque avec les registres et le froid. Elle n'avait pas pris les registres. Elle n'était pas stupide. Elle les avait lus, avait copié les chiffres importants dans son propre petit carnet. Elle les avait remis précisément à leur place, et était retournée dans sa chambre. Elle était restée avec cette connaissance comme on reste avec un objet très chaud, prudemment, à distance. Jusqu'à ce qu'on comprenne ce qu'on va en faire. La lettre de Hart, celle qu'il avait décrite au duc comme étant de la main du père de Cécilie, ce qui n'était pas entièrement faux, puisque son père avait en effet rédigé la moitié de la correspondance, était un document dont elle connaissait l'existence depuis 3 ans. Son père avait écrit au défunt duc, le père du duc actuel, au sujet de la clause de réversion. Oui, il avait écrit pour mettre en garde contre une faille dans la structure juridique du domaine qu'un homme mal intentionné pourrait exploiter. Et il avait été remercié par une courte note formelle dont elle avait aussi une copie. Et l'affaire n'avait apparemment pas été suivie des faits. Et son père était mort 4 mois plus tard, ayant cru qu'elle le serait. La clause était toujours là, et Hart le savait depuis 2 ans. Il avait attendu, croyait-elle, une occasion d'utiliser l'information de la manière qui le servait, ce qui n'était pas la manière dont elle avait été offerte, et ce qui n'était pas la manière d'agir d'un homme qui a les mains propres. Elle ne dit rien de tout cela au duc le premier jour. Elle but son thé, prit ses repas seule dans sa chambre, et elle avait, se dit-elle, prudemment,
car la comptabilité était importante. Peur. C'était une peur pratique, pas dramatique. La personne dont elle avait besoin à Bath pourrait refuser de venir. Les registres pourraient avoir été déplacés. Hart pourrait agir avant la fin de ces 3 jours. Le duc pourrait ne pas la croire, même quand on lui montrerait. Elle nomma les peurs une par une, assise sur la chaise près de la fenêtre dans la dernière lumière du premier soir. Et quand elle les eut toutes nommées, elle fit ce qu'elle avait toujours fait avec la peur. Elle la mit dans une colonne à part, puis passa à la colonne de ce qui pouvait être fait. Elle ne vit pas le duc avant le soir du 2e jour. Il vint à la bibliothèque où elle travaillait. Elle avait demandé par un mot si elle pouvait utiliser la pièce, et n'avait reçu aucune réponse. Elle l'avait utilisée quand même, au motif que le silence n'était pas un refus, et qu'elle avait besoin de l'espace. Et il se tint dans l'embrasure de la porte un moment avant de parler. « Vous faites une liste, dit-il. Je fais plusieurs listes. » Elle ne leva pas les yeux. « C'est ce que je fais quand un problème a plusieurs composantes. C'est ainsi que je localise la composante, qui, une fois déplacée, déplace toutes les autres. » Il entra dans la pièce. Il ne s'assit pas. Il se tint à la fenêtre, le dos tourné vers elle, regardant le parc. Le soir, il faisait ce que les soirs faisaient à Ashmore Hall, en juin, rendant tout doré, impossible et légèrement injuste. Il avait la posture d'un homme qui a porté un poids assez longtemps pour avoir oublié que c'en est un, et qui croit que c'est simplement lui-même. « Je vous dois des excuses, dit-il. » Il le dit comme il disait la plupart des choses, sans ornement, sans adoucissement. Juste le fait, placé dans l'air entre eux. Pour la chapelle. Pour ce que j'ai fait dans la chapelle. On vous avait dit quelque chose qui, si c'était vrai, aurait été une trahison importante. La réponse était excessive. L'impulsion n'était pas incompréhensible. Il se détourna de la fenêtre. Il la regardait avec l'attention prudente qu'elle avait remarquée auparavant. Le regard d'un homme qui essaie de lire quelque chose dans une langue qu'il ne maîtrise pas entièrement. Vous êtes très généreuse. Je suis précise. Il y a une différence. Elle le regarda fixement. La réponse était tout de même excessive. Quelque chose changea sur son visage. Elle pensa un instant qu'il pourrait presque sourire. Il ne le fit pas. Il se retourna plutôt vers la fenêtre. « Qui est la personne à Bath ?» demanda-t-il. « Vous la rencontrerez demain. » Dites Cecily, si elle a reçu ma lettre et est disposée à venir, ce que je crois qu'elle fera, car elle attend que quelqu'un lui pose la bonne question depuis environ 2 ans. Elle fit une pause. C'était la dame de compagnie de votre femme. Il était très immobile. Charlotte. Son nom était Mademoiselle Wren. Votre femme l'appelait Charlotte. On m'informe qu'elle préfère Mademoiselle Wren. Le silence s'étira entre eux comme la lumière sur le sol. Long, oblique et porteur de poussière. Elle ne pouvait pas lire ce que signifiait l'immobilité de ses épaules. Et elle constata que cela la frustrait d'une manière qui la surprenait. Car elle n'était généralement pas frustrée par ses propres limites. « Je devrais vous dire, dit-il enfin, toujours en regardant la fenêtre, que quoi que vous ayez découvert sur les comptes ou les registres, ou toute autre partie de cela que vous n'avez pas encore mise devant moi, je suis conscient que la gestion du domaine par Hart a été. J'ai eu des inquiétudes. Je n'ai pas agi en conséquence. Je devrais vous le dire, parce que c'est pertinent pour la façon dont vous me comprenez. Et je trouve que je veux que vous me compreniez correctement. » Elle regarda l'arrière de sa tête un moment. « Pourquoi n'avez-vous pas agi ?» Une pause. « C'était la personne qui était là quand elle est morte. Il a géré les choses quand je ne le pouvais pas. J'ai ressenti une difficulté à enquêter sur ce qui a été fait par la personne qui... J'ai ressenti une difficulté. Ce n'est pas de la faiblesse, dit-elle. C'est de la gratitude qui travaille à contre-courant du jugement. C'est un problème très courant. L'arithmétique de la chose est simplement que la dette que vous sentez lui devoir ne se transfère pas à ses actions ultérieures. Et ce qu'il a fait depuis est son propre compte et devrait être réglé séparément. Elle reprit sa plume. « Allez dormir, votre grâce. Demain exigera que vous soyez très calme, et vous n'êtes pas calme en ce moment. » Il la regarda, puis se détourna de la fenêtre, et la regarda à son bureau avec ses listes et sa plume. Et l'expression sur son visage était quelque chose qu'elle ne pouvait pas catégoriser, ce qui la troubla plus que cela n'aurait dû. « Non, dit-il, je ne le suis pas. » Il partit. La porte se referma derrière lui. Elle resta assise un long moment dans la pièce vide. Puis elle baissa les yeux sur sa liste et écrivit dans la colonne des choses qui pouvaient être faites. Il n'est pas calme non plus. Elle n'était pas sûre de la raison pour laquelle elle l'avait écrit. Elle traça une ligne soignée dessus et retourna à ses chiffres. Mademoiselle Wren arriva le matin du 3e jour.
Elle vint en diligence publique et fut accueillie à l'auberge du village par la voiture du duc. Cecily l'avait arrangé par un mot au chef palefrenier, contournant entièrement la question de l'autorisation en formulant la demande comme venant de Lady Fenwick. Lady Fenwick, informée de cela après coup, dit seulement qu'il était temps, ce que Cecily choisit d'interpréter comme une approbation. Mademoiselle Wren avait 41 ans et des cheveux grisonnants aux tempes. Ses mains étaient légèrement rugueuses, comme si elle avait fait des choses qui exigeaient plus d'efforts physiques qu'une dame de compagnie n'en entreprend habituellement. Elle serra la main de Cecily avec la poigne d'une femme qui a décidé quel genre de femme elle est, et ne l'ajuste plus pour la pièce. Elle regarda le duc quand on la lui amena. Il se leva pour la recevoir, et elle dit « Il était devenu très immobile de la manière particulière que Cecily commençait à reconnaître, la manière dont il absorbait les informations qui le blessaient. Je n'étais pas en état de... Je sais dans quel état vous étiez, dit mademoiselle Wren. Je ne vous fais pas de reproches. Je vous informe que l'information était à votre disposition. » Elle s'assit. « Que voulez-vous savoir? »« Tout, » dit Cecily depuis sa position à côté de la cheminée. C'était sa position préférée dans une pièce, sur le côté, légèrement en retrait de la ligne de mire principale, là où elle pouvait tout observer, sans être ce qui était observé. Commencez par le matin du 22 mars, il y a 3 ans. Mademoiselle Wren la regarda d'un regard rapide et évaluateur. Vous avez lu les lettres. J'ai lu une des lettres. Je soupçonne qu'il y en a 2. Il y eut une pause. Puis mademoiselle Wren plongea la main dans le sac qu'elle portait et en sortit 2 documents scellés. L'un était visiblement plus ancien que l'autre, son papier légèrement piqué sur les bords. Le sceau était brisé et remplacé maladroitement par une cire différente. Elle les posa sur la table entre eux. « Votre cousin, dit-elle au duc, a pris le premier dans votre bureau. 3 mois après la mort de la duchesse. Je l'ai vu le prendre. Je vous ai écrit parce que je ne savais pas quoi faire d'autre. » Le duc regarda les lettres sur la table. Son visage avait la couleur grise du matin dans la chapelle, et ses mains étaient très immobiles sur les bras de son fauteuil. Il l'a pris. Il a dit qu'il l'a pris et l'a fait copier, je crois. Et l'a retourné non pas au bureau où il l'avait trouvé, mais à un endroit où, s'il était jamais retrouvé, il semblerait avoir été caché par quelqu'un ayant une raison de le cacher. Elle regarda Cecily. « Vous l'avez trouvé. »« Je l'ai trouvé. » acquiesça Cecily. « Dans la bibliothèque, derrière la correspondance privée de votre défunte employeuse. J'ai été autorisé à la lire dans le cadre de mon aide à Lady Fenwick pour les arrangements commémoratifs. » Elle regarda le duc. « La lettre est de votre femme à son avocat. Elle avait révisé le règlement de la succession 6 semaines avant sa mort, spécifiquement pour traiter la clause de réversion. 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 Elle fit une pause. La révision qu'elle a ordonnée n'a jamais été promulguée. L'avocat a écrit pour l'informer que cela avait été traité. Le traitement n'a pas été fait. Le calme dans la pièce était absolu. Dehors, le marronnier faisait quelque chose dans la brise. Quelque part en dessous d'eux dans la maison, Cecily pouvait entendre les bruits ordinaires du matin. Une porte, un passage de pied, quelqu'un appelant un nom. « Qui était l'avocat ?» dit le duc. « Un certain Monsieur Croft de Holborn. Qui est aussi, il se trouve, l'avocat attitré de votre cousin. Qui est aussi l'homme qui a préparé les registres secondaires pour les revenus des fermes du Nord au cours des 2 dernières années. » Cecily le regarda fixement. « Il est possible que ce soit une coïncidence. Je ne crois pas que ce soit une coïncidence. » Mademoiselle Wren posa ses mains à plat sur la table. « Je peux vous dire ce que j'ai vu le matin du 22 mars. Je peux vous dire ce que la duchesse m'a dit. Elle me l'a dit parce qu'elle avait besoin que quelqu'un le sache au cas où. » Elle s'arrêta. Elle se ressaisit avec l'économie d'une femme habituée à la composition, au cas où elle ne se remettrait pas. Elle ne s'est pas remise. Je vous le dis maintenant. Le duc n'avait pas parlé depuis son entrée dans la pièce. Il se tenait à la droite de Cecily, légèrement derrière elle, et elle était consciente de lui de la manière dont elle était devenue consciente de lui au cours des 3 jours de leur mariage. La manière dont une pièce est consciente d'un feu, comme une source de chaleur dont on connaît la direction sans regarder. Elle l'entendit maintenant prendre une respiration très silencieuse.
la respiration d'un homme absorbant la forme finale d'une chose qu'il approchait depuis 3 ans. Que vous a-t-elle dit? Il dit qu'elle vous faisait confiance. Mademoiselle Wren dit qu'elle avait peur que vous ne remettiez pas en question ce qu'on vous disait, parce que vous faisiez confiance aux gens autour de vous, comme le font les hommes de bien. Que la chose qu'elle voulait le plus était que vous ne soyez pas trompé par les personnes les plus proches de vous après son départ. Elle fit une pause. Elle aimerait que je sois ici. Je pense qu'elle avait une haute opinion des femmes utiles. Quelque chose se passa dans le dos du duc. Une toute petite chose, à peine visible. Cécilie regarda la fenêtre sur le mur opposé. « Les registres ?» dit-elle pour lui donner du temps. « Je dois vous montrer les registres aujourd'hui. Ce qui signifie que nous devons les avoir en main avant que votre cousin ne comprenne ce qui se passe. Parce qu'ils sont actuellement dans la bibliothèque, et il a accès à la bibliothèque. Et il est arrivé à Ashmore Hall ce matin. Ce qui m'a été dit par la première femme de chambre, qui l'a dit à Lady Fenwick, qui me l'a dit par un mot, environ une demi-heure, avant que la voiture de Mademoiselle Wren n'arrive dans l'allée. Le duc se détourna de la fenêtre. Son visage était calme. Ce qui s'était brisé avait été ramassé et était porté différemment maintenant. Ce qui n'était pas la même chose que d'être réparé, mais c'était ce qu'il y avait. Il est ici. Il est ici et il sait que vous m'avez donné 3 jours. Les 3 jours sont presque écoulés, et il va agir pour consolider tout avantage qu'il croit encore avoir, ce qui signifie que nous devons agir en premier. Elle le regarda. « Me faites-vous confiance pour diriger les prochaines heures ?» Il la regarda longuement. La lumière du matin était sur son visage, montrant la fatigue et le deuil, et quelque chose en dessous des deux, quelque chose qu'elle avait brièvement vu la nuit précédente, et qu'elle ne pouvait toujours pas nommer précisément. « Oui, dit-il. Je trouve que oui. Bien. » Elle se leva. « Alors voici ce que nous allons faire. » Les 4 heures suivantes furent les plus précisément gérées de la vie de Césalie Marsh. Une vie qui avait inclus plusieurs années de gestion des affaires compliquées d'autres personnes. Et elle les organisa avec la satisfaction froide de quelqu'un qui a attendu une combinaison très spécifique de circonstances. Et qui a attendu avec patience, et qui regarde maintenant les circonstances arriver dans le bon ordre. Elle envoya Mademoiselle Wren prendre des rafraîchissements et se reposer dans le petit salon bleu, avec un mot lui indiquant de rester disponible et calme, et de ne parler au vicomte Hart sous aucun prétexte. Elle envoya le duc dans son bureau avec des instructions. Il devait admettre son cousin quand son cousin se présenterait, ce que le cousin ferait sous peu. Et il devait être entièrement normal et non surpris. Et il devait garder Hart dans cette pièce pendant une période d'au moins 30 minutes. Il la regarda quand elle dit cela. « Vous êtes très certaine de la séquence, dit-il. Je planifie cela depuis 6 semaines, dit-elle. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir à la séquence. Elle alla à la bibliothèque. Elle localisa les registres en veau brun. Elle les transporta dans le petit salon du premier étage. Il avait une bonne lumière, provenant de 2 fenêtres, et était adjacent à la porte du bureau du duc. Et il avait assez de meubles pour asseoir 6 personnes, et une table assez grande pour y déposer des documents. Elle fit venir M. Peton, qui était l'intendant en chef du domaine. Il était avec la famille Ashmore depuis 30 ans, et il était venu voir Césalie le mois précédent, avec une expression prudente et hésitante, et une série de questions sur les comptes des fermes du Nord, qui lui dirent qu'il avait vu ce qu'elle avait vu, et ne savait pas quoi faire. Elle fit venir Lady Fenwick, qui arriva en 11 minutes, avec une expression qui suggérait qu'elle était prête pour exactement cela. Elle envoya un valet de pied au village, chercher Sir Edward Marsh. Pas de parenté, même nom. Une coïncidence qu'elle avait trouvée ironiquement amusante. Il était le magistrat local, et était connu de Lady Fenwick par une relation professionnelle de quelques années. Et il arriva pendant que le duc était encore dans le bureau avec son cousin, chapeau à la main, avec l'expression d'un homme à qui on a dit que quelque chose d'important se passait, et qui a décidé d'être à la hauteur. Elle posa les registres sur la table. Elle posa à côté d'eux la lettre que Mademoiselle Wren avait apportée, l'original avec son sceau maladroitement réappliqué. Elle posa à côté de cela son propre carnet, avec les chiffres qu'elle avait copiés. Elle les fit tous entrer. Mademoiselle Wren, Lady Fenwick, Monsieur Peton, Sir Edward, et elle se tint à la tête de la table dans le petit salon. La bonne lumière des 2 fenêtres venait par-dessus son épaule. Et elle dit, « Je vais expliquer ce que je crois qu'il s'est passé. Et ensuite, je vais vous montrer les documents qui le soutiennent. Et ensuite, nous allons demander au duc d'amener son cousin. Parce que la question que je vais poser à son cousin
est une question qui doit être posée devant des témoins. Lady Fenwick s'assit avec le sang-froid alerte d'une femme qui a attendu longtemps que quelque chose soit dit clairement. Monsieur Petton avait les mains jointes sur la table, et son visage était le masque contrôlé et prudent d'un homme qui s'est inquiété pendant des mois, et qui a décidé de cesser de s'inquiéter en restant très immobile. Mademoiselle Reine regarda la lettre avec son propre sceau dessus, le sceau brisé et imparfait. Et son expression était celle d'une femme qui a porté quelque chose de lourd et vient d'être autorisée à le poser. Sir Edward Marsh dit, non sans bienveillance, « Mademoiselle Marsh, pardonnez-moi, c'est-à-dire, Madame Ashmore, dit Lady Fenwick avec une grande précision. Madame Ashmore, se corrigea Sir Edward. Je dois vous dire que si ce que vous alléguez est... Je n'allègue pas, dit Cécilie. Je montre. Il y a une différence. Elle ouvrit le premier registre. Commencez ici. Elle avait donné au duc exactement 35 minutes. À la 36e minute, la porte du petit salon s'ouvrit et il entra. Et derrière lui vint le vicomte Hart. Hart était le genre d'homme qui portait la beauté comme un manteau bien ajusté, facilement, comme s'il n'y avait pas pensé, comme si cela lui était simplement arrivé, sans qu'il y soit pour rien. Il avait 34 ans et était impeccable. Et il se déplaçait dans une pièce avec l'assurance de quelqu'un pour qui les pièces se sont toujours arrangées avec complaisance. Il regarda la compagnie assemblée d'un bref regard complet d'un homme qui calcule et trouve le calcul favorable. Et puis son regard atteignit Cécilie et y resta. Et le calcul devint quelque chose de légèrement différent. « Cécilie », dit-il. Il avait toujours utilisé son prénom, ce qu'elle avait toujours détesté sans pouvoir nommer de raison particulière. Cela ressemble à « Veuillez vous asseoir, vicomte », dit-elle. « La chaise en face de la mienne. Je vais rester debout, je pense. »« Asseyez-vous », dit Lady Fenwick, avec le ton d'une femme qui donne des ordres depuis 60 ans et n'a jamais eu besoin de les répéter. Il s'assit. Cécilie le regarda de l'autre côté de la table, par-dessus les documents étalés entre eux, et elle ne ressentit rien de particulier, ni triomphe, ni colère, ni pitié. Seulement le calme concentré de quelqu'un qui est sur le point d'accomplir une tâche très précise et veut le faire avec exactitude. « Je vais vous dire ce que je sais, » dit-elle, « et ensuite je vais vous poser une question. Et je veux que vous compreniez avant que je commence que la question n'est pas un piège. Vous ne pourrez pas y répondre faussement car tout ce dont j'ai besoin est déjà sur cette table, et vous êtes libre de tout regarder. Je pose la question pour le bénéfice des personnes dans cette pièce, parce qu'elles méritent d'entendre la réponse prononcée. C'est la seule raison pour laquelle je la pose. Comprenez-vous? Il la regarda. Quelque chose se passait derrière ses yeux. Une série rapide et invisible de calculs qu'elle ne pouvait pas suivre en détail, mais qu'elle pouvait voir dans leur ensemble. C'est-à-dire qu'il comptait ses issues et les trouvait fermées. C'était un homme d'une intelligence vive, Hart. C'est ce qui le rendait dangereux. C'était aussi, en était-elle venue à croire, ce qui le perdrait. Car une intelligence vive qui n'est gouvernée par rien d'autre que son propre appétit a tendance à outrepasser ses droits. Et l'outrepassement laisse des marques. « Je comprends », dit-il, avec une douceur qui était maintenant visible, comme un vernis sur quelque chose de moins composé. Elle leur parla d'abord des registres. Elle les posa ouverts sur la table, l'un à côté de l'autre. Et M. Petton pointa les colonnes pertinentes avec les mains stables d'un homme qui a attendu la permission de parler et qui parle maintenant avec la précision de 30 ans de connaissance. Les chiffres racontaient une histoire sans aide. Les revenus réels des fermes du Nord, tels qu'enregistrés dans les registres secondaires, contre les chiffres soumis au duc comme le compte officiel. La différence accumulée sur 2 ans était considérable. Elle nomma le chiffre. La pièce était très silencieuse. Puis elle ouvrit la lettre. Elle la tint à la fenêtre, la bonne fenêtre, celle avec la lumière de l'Est à cette heure, vive et sans ambiguïté. Et elle leur montra le filigrane. Et puis elle leur montra la lettre elle-même, l'écriture de la défunte duchesse, claire, droite et toujours lisible, exprimant avec un calme parfait sa connaissance de la clause de réversion, sa découverte qu'elle avait été présentée à des tiers, ses instructions à son avocat concernant sa remédiation, et son inquiétude, exprimée clairement, sans hystérie, que quelqu'un proche de son mari lui voulait du mal après sa mort. Elle reposa la lettre sur la table. Elle regarda Hart. L'avocat est M. Croft de Holborn, qui est aussi votre avocat, qui a aussi préparé ses registres. Elle toucha légèrement la couverture en veau brun du livre secondaire. Un doigt. J'ai une question. La mâchoire de Hart était très serrée.
L'aisance douce de son entrée s'était écoulée de lui lentement au cours des 20 dernières minutes, et ce qui restait était quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Pas une ruse à nu, pas un défi, mais quelque chose de plus ancien et de moins composé. Quelque chose qui ressemblait, dans la lumière plate du matin, à une grande fatigue. Il avait le visage d'un homme qui a couru longtemps et qui vient de réaliser, non pas avec choc, mais avec un soulagement compliqué, que la course est terminée. La femme de votre cousin, dit Cécilie, la défunte duchesse. Quand vous avez pris la lettre du bureau dans les mois qui ont suivi sa mort, quand vous étiez ici à gérer le domaine, saviez-vous ce qu'elle contenait avant de la prendre? Un silence. Très long, le genre de silence qui a du poids. Non, dit-il, et sa voix était différente de celle avec laquelle il était entré. Plus petite, avec quelque chose de brisé à l'intérieur. Je l'ai trouvée par accident. Je cherchais la copie du bail du Nord. Il s'arrêta. Il regarda la lettre. Quand je l'ai lue, je pensais. J'avais déjà pris les dispositions avec Croft à ce moment-là. J'avais déjà. Il pressa ses doigts contre ses yeux. Je me suis dit qu'elle devait savoir. Qu'elle aurait su? Je me suis dit. Vous vous êtes raconté une histoire, dit Cécilie. Non sans bienveillance. C'est ce que les gens font quand ils ont fait quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre de regarder directement. Ils se racontent une histoire qui fait paraître la chose différente. Elle le regarda un moment. Elle ne savait pas, comme je pense que vous le savez depuis un certain temps, qu'elle ne savait pas. La pièce était complètement silencieuse. Dehors, le marronnier bougeait. La lumière se déplaçait sur la table et sur les documents, et sur le visage du vicomte Hart, qui était assis très immobile, les mains sur les genoux, et qui ressemblait en ce moment non pas à l'impeccable et dangereux cousin du duc d'Ashmore, mais à un homme qui a porté quelque chose qui ne lui appartient pas assez longtemps pour avoir oublié ce que cela pèse. Le duc n'avait pas parlé depuis son entrée dans la pièce. Il se tenait à la droite de Cécilie, légèrement derrière elle. Et elle était consciente de lui, de la manière dont elle était devenue consciente de lui au cours des 3 jours de leur mariage. La manière dont une pièce est consciente d'un feu, comme une source de chaleur dont on connaît la direction sans regarder. Elle l'entendit maintenant prendre une respiration très silencieuse. La respiration d'un homme absorbant la forme finale d'une chose qu'il approchait depuis 3 ans. Sir Edward Marsh s'éclaircit la gorge. Vicomte Hart. Je suis obligé de... L'argent, dit Hart. Sa voix était plate maintenant, dépouillée de toute performance. La totalité. Je l'ai. Je peux le rembourser dans le mois. Croft peut-être. Croft corroborera. Tout ce qui est nécessaire. Il regarda le duc. Pas Cécilie. S'était dirigé vers son cousin, et il y avait là quelque chose qu'elle reconnut comme authentique. La chose authentique qui vit au fond même d'un très mauvais acte. La chose qui reste quand tout ce qui est construit s'effondre. Richard, je suis désolé. Ce n'est pas. Je sais que ça ne... Je sais, dit le duc. Il le dit doucement. Il disait toujours les choses doucement. Ça ne suffit pas. Il regardait son cousin avec les yeux d'un homme qui a trouvé le fond de quelque chose et qui décide quoi faire au fond. Mais je ne vais pas vous poursuivre en justice. L'atmosphère de la pièce changea. Sir Edward Marsh regarda le duc avec une surprise prudente et respectueuse. L'argent sera remboursé, dit le duc. En totalité, dans le délai que vous avez nommé. Documenté et signé, attesté par Sir Edward. Vous démissionnerez de toute gestion des domaines d'Ashmore à compter d'aujourd'hui. Vous quitterez le comté. Il fit une pause. Je ne fais pas cela pour vous. Je le fais parce qu'un scandale attaché à cette famille ne sert personne dans cette pièce, y compris les tenanciers des fermes du Nord qui n'ont rien fait pour le mériter. Et parce que les conséquences d'une procédure judiciaire retombent le plus durement sur les personnes qui n'étaient pas dans cette pièce à prendre les décisions. Il regarda son cousin un long moment. Allez faire la chose qui peut encore être bien faite, quelle qu'elle soit. Hart se leva. Il ne regarda pas Cécilie. Elle pensa, en regardant ses mains à ses côtés, la légère flexion d'entre elles qui ne contrôlait rien, qu'il était en deuil. Ce qui n'était pas la même chose que d'être désolé, mais c'était plus proche de cela qu'elle ne s'était attendue à trouver. Et elle constata qu'elle était prête à laisser cela être ce que c'était sans exiger que ce soit plus. Il partit. La porte se ferma. Lady Fenwick expira une fois, comme une femme dont on a desserré le corset, puis se ressaisit immédiatement, parce qu'elle avait une réputation à maintenir, et elle la maintenait. « Eh bien, dit Lady Fenwick, je vais prendre un peu de thé. » Elle regarda Cécilie. « Vous, dit-elle avec le ton d'une femme remettant un prix,
êtes très doué. Je suis raisonnablement organisé, dit Cécilie. Elle baissa les yeux sur la table, sur les documents qu'elle avait assemblés pendant 6 semaines de planification prudente, patiente et effrayée. Et elle ressentit la chose qu'elle ressentait toujours quand une colonne de chiffres se résolvait correctement. Pas le triomphe, mais simplement l'achèvement net d'une tâche bien faite. Et en dessous de cela, ce qu'elle ne s'autorisa que parce que personne ne la regardait actuellement, un tremblement qui commença dans ses mains et monta, et qu'elle identifia avec précision comme étant du soulagement. M. Petton triait déjà les documents avec l'efficacité d'un homme à qui on a donné une tâche claire et qui a l'intention de la faire parfaitement. Sir Edward prenait des notes. Mademoiselle Wren était toujours assise à la table et elle regardait la lettre. Et elle avait le visage d'une femme qui vient de livrer quelque chose qu'elle portait pour quelqu'un qui ne pouvait plus le porter. Et le visage était triste et satisfait à parts égales. Et Cécilie pensa que la duchesse aurait été heureuse d'elle. Elle prit conscience que le duc se tenait toujours à sa droite. « Madame Ashmore, dit-il. »« dit-elle. Elle regardait M. Petton, vérifiant si les copies étaient dans le bon ordre. Cécilie. Elle leva les yeux. Il avait utilisé son prénom pour la première fois en 3 jours de mariage. Et elle remarqua le poids de ce nom, son placement délibéré. La façon dont il résonnait différemment dans l'air que tout ce qu'il avait dit auparavant. Le domaine, dit-elle, parce qu'elle comprit ce qu'il allait soulever. Et elle devait l'aborder en premier. Je connaissais la clause de réversion avant que vous ne fassiez votre proposition. Vous avez raison sur ce point. Ce que votre cousin a décrit, le fait que je connaissais cette partie, est vrai. Elle le regarda fixement. Ce qu'il ne vous a pas dit, c'est que mon père a écrit à votre père pour le mettre en garde, contre une faille qui pourrait être exploitée, et que votre père l'en a remercié et lui a dit que cela avait été réglé, ce qui n'avait pas été le cas, et que mon père est mort en croyant qu'il avait fait son devoir envers la famille que sa fille servait. Et il avait fait son devoir, et cela n'a tout simplement fait aucune différence à la fin. Elle joignit ses mains devant elle. Je ne vous l'ai pas dit parce que je devais d'abord trouver les registres. J'avais besoin d'avoir quelque chose de plus qu'une vieille lettre avant d'eux. Elle s'arrêta. Elle constata, à sa propre irritation, que le tremblement qui avait été dans ses mains avait atteint un point dans sa poitrine qui rendait la phrase suivante difficile. J'avais besoin que vous compreniez l'ensemble, pas la partie qui me faisait paraître coupable. J'aurais dû vous le dire plus tôt. Je le sais. J'avais peur que si je vous en disais un morceau, vous n'attendriez pas le reste. Vous protégiez quelqu'un, dit-il. Je protégeais la vérité, dit-elle, ce qui n'est pas la même chose. Elle le regarda. Je suis désolé pour les 3 jours. Ils étaient nécessaires, mais ils n'étaient pas confortables. Et je suis désolé pour ce qu'ils vous ont coûté. Il la regardait avec ce regard qu'elle ne pouvait nommer. Celui qui était apparu la nuit précédente dans la bibliothèque et qui était de nouveau présent maintenant. Ici, dans la lumière matinale du petit salon, avec les documents étalés entre eux. Et le son de Lady Fenwick, instruisant quelqu'un sur la température appropriée du thé, audible à travers la porte fermée. « Il y a une chose, dit-il, que je veux vous dire, et je dois le dire clairement pour que vous ne vous mépreniez pas sur ce que je veux dire. » Il fit une pause. Il sembla choisir ses prochains mots avec le soin d'un homme peu habitué à choisir ses mots. Et qui a décidé que cette occasion particulière exigeait l'effort? Je ne le dis pas parce que l'affaire du domaine a été résolue. Je le dis en dépit du fait que l'affaire du domaine a été résolue. Parce que si je ne le dis pas en dépit de cela, vous supposerez à juste titre que c'est à cause de cela. Et je ne veux pas que vous pensiez cela. Il s'arrêta de nouveau. Il ressembla un instant à un homme qui se tient au bord de quelque chose, et qui décide s'il doit faire un pas en avant, et qui a décidé que oui. Vous êtes la personne la plus formidablement capable que j'ai jamais rencontrée. Vous êtes aussi la personne qui a été la plus honnête avec moi au cours des 3 dernières années. Ce qui inclut la partie où vous m'avez dit que j'avais été excessif dans une chapelle à 8 heures du matin, le jour qui était censé être celui de mon mariage. Je trouve que je veux que vous restiez à Ashmore Hall. Non pas parce que vous êtes la duchesse et que vous êtes donc obligé de rester, mais parce que j'ai été. J'ai été très seul, et je pense que vous avez été très seul. Et je pense qu'entre 2 personnes de bon sens et de bonne volonté suffisant, la solitude est un problème soluble, s'ils choisissent de le résoudre ensemble. Il laissa échapper un souffle. Je vous demande si vous choisissez de le faire. Elle le regarda longuement. La lumière des 2 fenêtres était sur eux 2, claire, impartiale et chaude. Vous avez dit que vous me trouviez formidablement capable, dit-elle. Je l'ai dit, et honnête, excessivement.
Alors je serai honnête maintenant. Elle soutint son regard. J'aimerais rester à Ashmore Hall. Je trouve que j'en suis venu à considérer cette maison avec un sentiment qui est. Elle s'arrêta, choisit différemment. J'aimerais rester. J'aimerais résoudre le problème tel que vous le décrivez, avec une personne de bon sens et de bonne volonté. Je crois que vous êtes ces deux choses. Elle fit une pause. Je le crois depuis avant que vous ne me fassiez votre proposition. Je vous le dis maintenant parce que vous m'avez dit de vous dire toute la vérité. Et toute la vérité inclut des choses qui sont gênantes à admettre. Elle le regarda. Épousez-moi parce que vous le souhaitez, non pas parce que c'est déjà fait. Il la regarda alors, son visage qui était très immobile et ses mains qui ne l'étaient pas. Et il dit, « Je le souhaite ». La façon dont il le dit était très calme. C'était la chose la plus calme qu'il ait dite en 3 jours de choses calmes. Et elle atterrit différemment pour cela. Puis, de l'autre côté de la porte fermée, la voix de Lady Fenwick se fit entendre. « Si vous deux avez fini d'être raisonnables l'un envers l'autre, il y a du thé qui refroidit, et Mademoiselle Wren mérite mieux que d'être laissée dans un couloir. » Il y eut une pause. Le duc d'Ashmore, et Cécilie le vit se produire, l'observa comme l'événement de l'intrigue qu'il était, la chose qu'elle avait commencé à espérer sans admettre qu'elle espérait, se mit à rire. Ce n'était pas un grand rire, c'était un petit rire surpris, réticent. Le rire d'un homme qui a oublié qu'il sait comment faire, le redécouvrant contre sa volonté. Il ne dura qu'un instant, mais il s'était produit. Et Cécilie, qui tenait des comptes depuis assez longtemps pour connaître la différence entre une entrée triviale et une entrée significative, le nota. La porte de Lady Fenwick fut ouverte. Le thé fut pris. Les documents furent triés, signés et attestés. On donna une chambre à Mademoiselle Wren pour la nuit. On la trouva en fin d'après-midi assise avec Lady Fenwick dans le jardin, avec un verre d'excellente cerise et une expression de paix dont Cécilie pensa que la duchesse aurait été heureuse si elle avait pu la voir. Le mariage, le second, celui qui ressemblait à un mariage plutôt qu'à un contrat, signé dans une chapelle avec 6 témoins devant un prêtre qui avait développé un intérêt pour ses propres chaussures, fut discret. Fin septembre, le matin juste assez frais pour la bonne volonté. Le marronnier devant la fenêtre de la chapelle commençait à jaunir. Lady Fenwick portait la broche qui était dans sa famille depuis 40 ans. Monsieur Peton, qui n'avait pas été invité, apparut quand même au fond de la chapelle, avec l'expression d'un homme qui acceptera toute conséquence disponible plutôt que de manquer l'occasion. Et Cécilie l'avait aperçu du coin de l'œil, et avait pensé, voilà, l'acte décisif de courage tranquille, et avait regardé devant elle, et n'avait pas permis à son visage de faire quoi que ce soit de compliqué. Madame Graves, qui avait été la première femme de chambre de Lady Fenwick pendant 3 décennies, et qui avait des opinions sur tout, et à qui on n'avait jamais demandé aucune d'entre elles, pleura ouvertement et sans s'excuser. Et quand Lady Fenwick lui dit de se ressaisir, elle dit qu'elle ne le faisait pas par sentiment. Elle le faisait par satisfaction, ce qui était une raison parfaitement acceptable de pleurer, et elle prierait ces dames de ne pas s'en mêler. En octobre, M. Croft de Holborn remit ses livres de comptes à Sir Edward Marsh et fut radié des registres de sa profession. On lui avait donné le choix entre cela et des poursuites, et il choisit ce qui pouvait encore être fait avec le reste de sa vie plutôt que ce qui ne le pouvait pas. La dette du vicomte Hart fut remboursée en totalité à la fin de novembre, documentée et attestée comme convenu. Il s'installa sur le continent, où l'on rapporta au printemps suivant qu'il faisait quelque chose avec des vignobles qui lui convenaient mieux que la gestion d'héritage. Ce que Cécilie nota avec la satisfaction sèche qu'elle réservait à la comptabilité qui se résolvait proprement. La rivale rachetable, c'est ainsi qu'elle en était venue à penser à Mademoiselle Peton de York, qui avait été le choix attendu du comté pour le duc. Elle avait clairement fait savoir par une série de visites matinales en août qu'elle considérait l'existence de Césalie comme une offense à l'ordre naturel des choses. Elle appela en novembre, avec une manière changée et une demande sincère sur les comptes des fermes du Nord qu'elle mettait apparemment en ordre pour le domaine de sa propre famille. Et Cécilie passa 1 heure avec elle sur les chiffres et la trouva une élève douée et en fut heureuse. Mademoiselle Wren prit un poste au printemps suivant comme dame de compagnie d'une famille à Édimbourg. Il la payait en conséquence et l'estimait considérablement. Et elle avait une bibliothèque qu'elle était autorisée à utiliser les mardis soirs. Et Césalie lui écrivait régulièrement et recevait des lettres en retour qui étaient franches, utiles et parfois drôles.
De la manière dont les lettres ne sont drôles que lorsqu'elles sont écrites par quelqu'un qui est aussi un peu seul et a décidé d'en faire quelque chose. Lady Fenwick vécut encore 11 ans et continua d'avoir des opinions sur toutes choses, y compris sur Cécilie. Elle la qualifiait en société de la meilleure chose que Richard ait jamais arrangée par accident, ce que Cécilie soupçonnait être la forme la plus sans ambiguïté de louange disponible d'une femme qui n'avait jamais trouvé nécessaire d'être expansive sur tout ce qu'elle appréciait réellement. Monsieur Petton, qui avait été à Ashmore Hall pendant 30 ans, y resta encore 20 ans. Les registres noirs furent enfermés dans les archives du domaine avec une note de la main de Cécilie. Elle y consignait ce qu'ils étaient et ce qu'ils avaient prouvé, car elle croyait que les choses devaient être écrites correctement, et que les comptes devaient être tenus, et que le solde, une fois finalement réglé, devait être montré. C'était en juin suivant, presque 1 an jour pour jour. Cécilie était assise dans la bibliothèque au petit matin, avant que la maison ne soit vraiment réveillée. Les fenêtres étaient ouvertes sur le jardin, et la qualité particulière de la lumière de juin qu'elle avait appris à comprendre était la lumière spécifique d'Ashmore Hall et d'aucun autre endroit. La lumière qui pressait sur la nuque comme une main qui ne voulait aucun mal particulier et voulait seulement être sentie. Elle parcourait les comptes trimestriels. Elle ne pensait à rien de particulier. Elle entendit des pas sur la galerie, un poids familier, un rythme familier, et ne leva pas les yeux, car elle connaissait le pas, et le pas la connaissait. Il entra dans la bibliothèque. Il se tint un moment dans l'embrasure de la porte, puis il vint au bureau et posa une tasse de thé à côté de son coude. Et elle leva les yeux, et il baissa les yeux. Et la lumière du matin était de nouveau sur eux deux, claire, impartiale et chaude. La même qu'il y a près d'1 an dans le petit salon, quand tout avait été décidé. « Vous n'avez pas dormi, dit-il. »« J'ai dormi jusqu'à 5 heures, dit-elle. »« C'est dormir. Ce n'est pas dormir. Nous avons déjà eu cette discussion. » Elle le regarda. Il avait l'air d'un homme satisfait d'une manière avec laquelle il n'a pas encore entièrement fait la paix. L'air de quelqu'un qui a reçu quelque chose qu'il avait cessé de s'autoriser à vouloir et qui s'habitue encore prudemment à l'avoir. Elle pensa, « Je sais ce qu'est ce regard. » Elle le pensa de la même manière qu'elle avait pensé à son premier rire, comme un élément inscrit dans la colonne des choses qui comptent. « Il y a une chose que vous m'avez dite, dit-elle, quand nous étions au début, quand vous expliquiez pourquoi vous souhaitiez rester marié avec moi. Vous avez dit que vous aviez été très seul. » Elle regarda la fenêtre, le jardin, la lumière de juin. « Êtes-vous toujours seul ?» Il s'assit sur la chaise à côté du bureau, son bureau, qu'elle avait revendiqué par la simple méthode de l'utiliser tous les jours jusqu'à ce que la maisonnée le comprenne comme le sien, et qu'il n'avait jamais contesté, car c'était un homme qui reconnaissait une question réglée. Et il la regarda avec ses yeux d'orage gris qu'elle pouvait lire maintenant la plupart du temps. Et il dit « Non. »« Bien, » dit-elle. Elle retourna à ses comptes. « J'ai réglé les totaux des fermes du Nord pour le trimestre. Vous voudrez les voir. Je le ferai. » Il prit la tasse qu'il lui avait destinée et en but lui-même. Elle ne fit aucun commentaire à ce sujet. Dehors, dans le marronnier, le merle chantait. Le même merle ou le descendant du même merle, ou un merle différent, qui avait trouvé le même arbre et décidé qu'il lui convenait. Cela n'avait pas d'importance. L'important était le chant. L'important était la continuité du son. La note particulière dans l'arbre particulier. Le matin particulier. Qui était le matin du reste? Le long conte ordinaire de tout cela, s'étendant vers l'avant dans les deux directions, aussi loin qu'elle pouvait l'estimer. Ce qui était plus loin qu'elle n'avait jamais cru pouvoir se permettre d'espérer. Si cette histoire vous a touché, si vous avez déjà été celui ou celle qui tenait les comptes discrètement, qui en savait plus qu'on ne vous en créditait, et qui attendait le moment où savoir compterait enfin, alors vous savez ce que Cécilie a ressenti dans cette bibliothèque un matin de juin, avec les merles qui chantaient et le thé refroidi entre eux. J'espère que cela vous a trouvé là où vous en aviez besoin. Il y a toujours un fauteuil ici, et le feu est toujours allumé. Et les histoires sont longues, parce que vous méritez de les avoir en entier, pas seulement la fin. Si vous souhaitez rester près de ce foyer, un mot au coin du feu, avant de partir. Dites-moi dans les commentaires, à quel moment vous avez su qu'elle trouverait une solution. Je suis toujours heureux quand quelqu'un d'autre découvre cet endroit. Si c'est votre cas, considérez ce fauteuil comme le vôtre, et sonnez la cloche quand vous serez prêt pour la suite. Dormez bien, et que vos comptes soient toujours clairs.